Donc, bienvenue pour cette deuxième session. Nous allons donc, dans cette deuxième partie de session, aborder les 5 règles d'or de l'emailing, puisque j'ai évoqué l'emailing comme étant un très bon levier de conversion, donc un très bon levier pour une stratégie digitale de e-commerce. Je souhaiterais en aborder les bonnes pratiques, ou en tout cas les réviser avec vous pour ceux qui ont déjà suivi les publicités, pour que vous puissiez être en mesure de réaliser donc une stratégie digitale pour un e-commerce. Donc, première partie abordée, passer les filtres. Puisqu'en fait, ce dont je me rends compte souvent dans les erreurs observées dans les stratégies d'emailing, c'est qu'en fait, les annonceurs vont oublier les étapes en amont de l'ouverture d'un mail. Donc, ils vont se concentrer sur la créa, mais ils vont parfois oublier que cette créa, il faudra qu'elle soit vue. Et pour qu'elle soit vue, il faudra déjà que le mail parvienne arrive dans la boîte de réception et que le mail soit ouvert. Donc là, c'est déjà 2 gros enjeux qui vont réduire la visibilité d'un emailing et son efficacité. Puis ensuite, on s'intéressera donc à faire agir le prospect, puisque là, on est bien sur de l'emailing de prospection dans cette session-là. Et donc, on regardera aussi comment le rassurer, puis s'assurer d'une conversion en l'envoyant vers une landing page dédiée. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle la délivrabilité, il faut savoir que la France est l'un des pires mauvais élèves au monde en termes de digital au niveau emailing. Pourquoi ? Si on regarde un peu les statistiques, alors ça, ce sont les statistiques qui datent de 2014, on a observé que plus ou moins 52% des annonceurs français ont au moins été blacklistés une fois, donc mis sur liste noire une fois en 2014, ce qui est énorme en comparaison avec nos voisins. Puisque si on regarde, par exemple, l'Italie, on est à 2%. Donc il faut savoir qu'on est le deuxième pire mauvais élève derrière le Brésil, avec 79% d'annonceurs blacklistés au moins une fois dans l'année 2014. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que généralement, les annonceurs qui sont blacklistés le sont toute l'année, puisque les bonnes pratiques en France ne sont pas réellement diffusées. Elles commencent à l'être via des acteurs comme par exemple Message Business ou encore le groupe NP6 qui font de la communication pour améliorer la maîtrise de ces bonnes pratiques de délivrabilité en emailing. Mais voilà, donc comme on ne connaît pas ces bonnes pratiques, on fait des erreurs tout simplement quand on envoie ces emails et on répète ces erreurs toute l'année. Alors si vous regardez la dernière ligne du slide, ces erreurs peuvent coûter quand même très cher et fausser la perception qu'on a du levier d'acquisition qu'est l'emailing. Puisque on observe que le blacklistage peut causer jusqu'à une réduction de la remise en boîte de réception de 58%. Donc je ne sais pas si vous imaginez la perte, le manque à gagner qu'on a à ne pas respecter les bonnes pratiques. Et justement, tellement d'annonceurs ne respectant pas les bonnes pratiques, on a pour la première fois eu en 2014 un nombre de messages routés inférieur à l'année précédente. Donc là, on a vraiment une régression de l'emailing, ce qui est vraiment dommage puisque c'est un levier très efficace, mais malheureusement, les annonceurs ne l'utilisant pas correctement, ils s'auto-persuadent que l'emailing est un mauvais levier, alors qu'il suffirait simplement de respecter les bonnes pratiques. Donc là aussi, on voit qu'une grosse part des emails est consultée sur mobile, donc attention à bien avoir un site compatible avec une navigation sur mobile, voire même une application mobile parfois si possible. On voit aussi donc le recul pour la première fois du nombre d'emails commerciaux par jour. Alors là, ce ne sera pas pour déplaire à certains, mais mettez-vous du côté marketeur. C'est vraiment dommage d'avoir une sous-utilisation de ce levier-là, sachant que c'est un levier très efficace. Alors, généralement, un KPI est l'un des premiers KPI, donc des Key Performance Indicators en français, des indicateurs clés de performance de l'emailing, est la délivrabilité, donc le taux de délivrabilité. Il faut savoir qu'en France, le taux de délivrabilité moyen est de 83%. Ce qui veut dire que 17% des mails ne sont pas réellement reçus, en tout cas ne parviennent pas à la boîte de réception. Alors souvent, on incrimine la mise en spam, mais il faut savoir que
ce n'est pas le premier ennemi. Le premier ennemi, c'est la disparition. Et oui, il y a 11% des mails qui disparaissent dans la nature et donc qui ne sont même pas reçus en boîte en boîte spam. Donc ça, souvent, c'est une statistique qui n'est pas connue. Et donc, on a 6% qui arrivent effectivement en spam. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour améliorer ce taux de délivrabilité. Et encore, il aurait pu être plus catastrophique. Donc, je passe au comment, puisque c'est souvent la question qu'on me pose. Ok, je comprends que c'est important la délivrabilité, mais comment, quelles bonnes pratiques respecter? Donc déjà, il faut savoir que vos créas d'emailing ne doivent pas dépasser une certaine largeur. Donc là, on évoque souvent la largeur de 600 pixels. Je vous invite donc à mettre ça dans vos briefs à destination des intégrateurs ou des designers qui travaillent pour vous, et surtout à faire de la veille aussi sur l'évolution de cette largeur maximum. Il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs mots, ce qu'on appelle des mots spam, donc des mots interdits, comme par exemple argent, jeu, gratuit, cliquez ici. Pourtant, cliquez ici est un mot très utilisé dans les emails. On le retrouve notamment pour le lien miroir. Ce qu'on appelle le lien miroir, c'est la petite phrase qui s'affiche souvent en prévisualisation qui dit si ce mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Donc là, c'est une première erreur. Si par exemple, on vous propose des inscriptions à une newsletter ou à un mail via un désabonnement pour vous désabonner, cliquez ici. Là aussi, il faudra éviter d'utiliser ce terme. Alors bien sûr, ça ne vous garantit pas à 100% la mise en spam, mais ça vous évitera d'y atterrir de manière globale. Donc autant ne pas l'utiliser, on peut très bien contourner ce texte-là en mettant tout simplement me désabonner pour le désabonnement et consulter la version en ligne pour le lien miroir. Donc voilà, déjà quelques petites astuces qu'on peut utiliser. Alors il faut savoir qu'une liste a été publiée par le blog du modérateur qui donne 83 mots spam emailing, de mon lapsus de départ. Donc je vous invite à taper 83 mots spam emailing dans Google et vous trouverez donc une liste avec quelques mots, quelques expressions clés à ne surtout pas mettre en texte dans votre email. Alors je m'explique. Normalement, un emailing est constitué en fait d'une version texte et d'une version HTML, mais quoi qu'il en soit, normalement on a ce qu'on appelle un découpage entre les images et le texte. Il ne faut pas avoir qu'une seule image, mais il ne faut pas non plus avoir que du texte. Généralement, on a vraiment un découpage entre les deux. Et c'est là où il faut vraiment être stratégique dans son utilisation des mots spam. C'est-à-dire que les mots spam ne peuvent pas être utilisés au format textuel. Mais s'ils apparaissent sur une image, en format image, on ne pourra pas détecter le contenu sémantique de ces mots. Donc, vous pourrez les mettre, par exemple, devis gratuit en image, ça passera tout à fait. Mais ne surtout pas l'utiliser en texte. Ensuite, il faut savoir que ces mots spam donc, sont à ne pas utiliser dans le corps du texte, mais également dans l'objet du mail. Donc attention aussi à l'objet du mail, mais également n'abusez pas des points d'exclamation ou autres ponctuations un peu trop abusives ou alors agressives, je dirais même, puisque c'est aussi une raison de mise en spam. Donc attention. Encore autre chose, vous savez qu'il faut toujours utiliser un outil de routage, donc un outil pour envoyer des mails dédiés, et non envoyer des mails en masse de votre boîte mail. Sinon, vous serez très rapidement blacklisté, encore plus rapidement. D'autre part, il ne faut jamais mettre une pièce jointe quand vous faites un emailing, puisque la logique en fait des clients mail, donc qui vont accepter ou pas vos mailings, est de filtrer ce qui pourrait s'apparenter à du spam, voire même du phishing, vous savez, des arnaques en ligne. Et généralement, les arnaques en ligne, ou même les virus, se trouvent dans les pièces jointes. Où ils vont souvent utiliser pas mal de ces spam words qui ont été recensés. Donc attention, pas de pièces jointes, pas de spam words, toujours mettre un lien de désabonnement, même si la personne ne s'est pas abonnée, il faut toujours le mettre, c'est une cause aussi de mauvaise délivrabilité. Donc attention à ça. Attention aussi à étaler vos envois, donc à étaler vos shoots. Ça, généralement, c'est votre outil de routage qui va s'en occuper, c'est-à-dire qui va délayer l'envoi pour que tout n'arrive pas au même moment. L'avantage, c'est que ça vous évitera, par exemple, d'avoir une énorme partie de vos mails envoyés directement en spam. Pourquoi? Parce que certains clients mail vont laisser passer
quelques mails, voir un peu les signaux qui remontent suite à ces premiers mails envoyés, et en fonction des signaux, décider de laisser passer la suite. Donc ça peut vraiment être dramatique en termes de retour sur investissement, en tout cas d'efficacité. Donc je vous invite réellement à étaler vos shoots et surtout à utiliser une bonne solution d'emailing tout simplement. Donc, petite parenthèse, il faut aussi faire attention, alors là je sors un peu de la conquête pour parler d'un peu de fidélisation. Il faut faire attention à sa base de données. En fait, vous savez qu'une base de données de contact mail, c'est comme de l'or. C'est l'or noir d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la data, c'est les premiers pas dans la data. Donc attention à ne jamais la louer ou l'échanger. Certains acteurs du web peuvent vous proposer ce genre de service. Il faut vraiment garder la main dessus, sinon vous risquez de retrouver peut-être une base, si vous voulez, qui aura perdu de la valeur, car elle aura été essoufflée par des partenaires peu regardants sur la fréquence de contact ou sur la qualité des contacts. Donc attention à ça. Les clients mail vont aussi être vigilants quant à la qualité de votre base mail. Donc, si vous ne nettoyez pas régulièrement votre base de contact en enlevant les adresses erronées, ce qu'on appelle des hard bounce, donc bounce, B-O-U-N-C-E-S, donc les hard bounce, vous serez aussi potentiellement pénalisé. Il faut savoir qu'il existe deux causes de rejet qu'on appelle soit hard bounce, donc par exemple l'adresse email est erronée, soit soft bounce. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'adresse email, du moins la boîte mail peut être tout simplement pleine, ce qui peut très souvent arriver dans le cadre de boîtes mail professionnelles. Donc, attention à bien nettoyer votre base de données et à la protéger en ne la louant pas ni en l'échangeant. Donc voilà. Ensuite, encore un dernier point sur la délivrabilité, attention à l'URL de vos images. Généralement, les images sont toujours hébergées sur un dossier en ligne quand vous envoyez un emailing, et il faut absolument que ce dossier porte un nom qui soit un vrai nom de produit, d'une chose existante, pas un nom de code avec une suite de lettres qui ne veut rien dire, et surtout pas un mot spam. Donc là aussi, faites attention au nom et au dossier de vos images. Alors ensuite, l'accroche ou l'objet, parce que moi j'appellerais plutôt ça l'objet du mail. D'ailleurs, c'est le terme qui va revenir le plus souvent. Donc c'est le titre sur lequel on clique avant d'ouvrir, du moins pour ouvrir le mail plutôt. Donc il va déterminer le taux d'ouverture. C'est vraiment important de mettre les mots les plus importants dès le début, dans les premiers caractères. D'ailleurs, il faut vraiment avoir une stratégie aussi en termes de nombre de caractères. Quand vous regardez la moyenne du nombre de caractères autorisés, ou en tout cas qui va s'afficher selon les clients mail, le nombre n'est pas très élevé. Donc on recommande plutôt de faire un objet qui ne dépassera pas 40 caractères, espace compris. Donc attention à bien respecter cette limite et à plutôt user de l'optimisation du pré-header pour venir compléter votre objet. Alors, vous voyez à droite une image qui a peut-être retenu votre attention, avec un titre un peu bizarre, donc Bob Moran contre tout chacal. Alors, je garde cet exemple puisque j'ai réellement reçu un mail qui était nommé, donc qui avait pour objet Bob Moran contre tout chacal. Vraiment, il y a fort à parier que cet annonceur a eu un fort taux d'ouverture, donc beaucoup de personnes qui ont ouvert le mail, sauf qu'une fois qu'on ouvrait le mail, il n'y avait aucune relation avec le titre du mail, au niveau du contenu, aucune cohérence, une qualité de l'emailing de la créa qui était vraiment médiocre. Et donc, cette agence, si vous voulez, c'est une agence web, a vraiment fait l'erreur du siècle, entre guillemets, en envoyant cet email, et devait avoir, à mon avis, un très mauvais taux de réactivité. Le taux de réactivité sont les personnes qui cliquent une fois qu'elles ont ouvert l'email. Donc là, c'était un peu, justement, d'où l'image, aller à la pêche avec un objet un peu trop original, mais très peu cohérent par rapport au contenu. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Il faut rester cohérent. On peut faire de l'humour, mais il faut qu'il y ait un fil rouge qui permette de relier l'objet au contenu. Ensuite, d'ailleurs, l'originalité, c'est vraiment un atout, mais ça n'est pas toujours facile à faire dans un objet avec si peu de caractères. D'autre part, normalement, quand vous envoyez une adresse mail, il vous faut vous annoncer, normalement, vous paramétrez l'expéditeur par défaut. Donc, pensez à le paramétrer, parce que j'ai déjà reçu des mails avec message d'erreur, donc là, forcément, ça ne marche pas. Donc, pensez à vous annoncer, et si possible, ne mettez pas une adresse no reply. Alors oui, je sais que c'est la tendance, mais honnêtement, lorsqu'on est un prospect et qu'on reçoit un mail et qu'on décide
de répondre à un mail et qu'on obtient un message d'erreur, il n'y a rien de plus frustrant. Donc, faites un petit effort et essayez de gérer les retours en mettant une vraie adresse email. Alors, je reviens peut-être un peu en arrière sur la partie sur les filtres. Juste une chose que j'ai oublié de dire, il est important, avant tout envoi d'email, de faire ce qu'on appelle un test de délivrabilité. Un test de délivrabilité, généralement, c'est une fonctionnalité qui est proposée par votre outil de routage ou par la plupart des bons outils de routage qui vous permet, avant envoi, de savoir comment votre mail va être accueilli et quels axes d'optimisation vous pouvez envisager pour qu'il soit mieux reçu, donc pour qu'il ait une meilleure délivrabilité. Donc là, je vous invite fortement à faire un test de délivrabilité. C'est d'ailleurs ce qu'on devrait toujours faire avant d'envoyer un mail. Et comme ça, vous pourrez savoir quels mots ne pas utiliser et être bien sûr d'avoir bien respecté toutes les bonnes pratiques. Donc ensuite, à quoi ressemble un emailing? Alors un emailing, déjà, on a ce qu'on appelle le pré-header. Le pré-header, c'est environ une ligne et demie de contenu qui va s'afficher en prévisualisation de l'email dans certaines boîtes mail. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'ouvrir le mail, je pourrais déjà apercevoir le début du contenu. Donc là, attention à bien optimiser ce pré-header. L'erreur classique que j'observe chez les annonceurs consiste à mettre le lien miroir. Donc, si vous voir un lien miroir en prévisualisation n'apporte rien du tout, ça ne donne pas plus envie d'ouvrir, ça n'améliore donc pas le taux d'ouverture. Il est important d'optimiser ce pré-header en mettant un petit sous-titre qui va venir compléter, comme je le disais tout à l'heure, votre objet, puisqu'on aura beaucoup plus d'espace pour renseigner l'objet de cette initiative de contact d'emailing. Bien sûr, vous n'annulez pas complètement le lien miroir. Vous allez le mettre, mais généralement, on va le mettre soit en dessous, soit aligné à droite sur une deuxième colonne. Donc, ensuite, on va avoir l'élément le plus important, du moins la zone la plus importante d'un emailing de conquête en e-commerce, on va avoir ce qu'on appelle la zone de déclencheur d'action. Donc, cette zone va être composée de plusieurs éléments et doit répondre à 3 questions. Première question, qui êtes-vous? Donc, le logo est censé répondre à cette question. Deuxième question, que me voulez-vous? Donc là, c'est vraiment l'image et l'accroche, que je n'ai pas écrite ici, mais on a une accroche généralement sur l'image ou aux alentours, qui vont me permettre de répondre à cette question via un texte assez court, direct, qui interpellera l'utilisateur en fonction de la cible, de la période et du produit choisi, du segment, via donc un petit texte relativement court et une image très parlante et si possible originale, ou qui mette en situation le produit. Donc là, ça va répondre à « Que me voulez-vous » Troisième question, où dois-je cliquer si je suis intéressé? Et donc là, on doit très tôt introduire ce qu'on appelle le CTA. Le CTA, c'est en fait ce qu'on appelle un Call to Action, donc un appel à l'action, une incentive à l'action, qui va prendre la forme d'un bouton, avec un texte assez punchy et une couleur tranchante par rapport au reste de la charte graphique. Donc, petite parenthèse sur l'image. Attention à toujours optimiser l'image que vous mettez dans votre créa. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai des images qui viennent décorer plus qu'informer, ou qui viennent vraiment supporter plus qu'innover, ou vraiment marquer les esprits. Donc attention. Donc là, pour l'image, j'ai plusieurs exemples en tête. J'avais eu un groupe un groupe d'étudiants qui avait travaillé sur une stratégie emailing en atelier pratique pour des enceintes portables, des enceintes portables Beats by Dre, et ils avaient en fait simplement mis une très belle image du produit. Alors oui, c'est peut-être un produit qui pourrait se vendre seul, mais étant donné qu'ils ciblaient des étudiants qui venaient d'avoir leur bac, du moins des lycéens qui venaient d'avoir leur bac et qui souhaitaient le fêter aux alentours de juin-juillet, du mois juillet, c'était vraiment dommage de ne pas contextualiser le produit pour les faire se projeter dans une utilisation future, par exemple lors d'un pique-nique géant en plein soleil. Donc là, attention à bien aller plus loin dans la contextualisation du produit. La période, la cible doivent se ressentir aussi dans l'image.
Ce sera toujours plus efficace qu'un simple produit affiché. Donc voilà. Ensuite, on va avoir donc un espace où on va avoir les produits complémentaires ou identiques qui va venir aider à convaincre l'internaute, voire même améliorer le panier moyen si on propose un pack par exemple de produits plus intéressants, et tout simplement offrir plusieurs voies de navigation au cas où si la voie de navigation principale proposée dans le déclencheur d'action, avec le produit et l'offre principale, ne correspondent pas aux attentes du client. Donc là, attention aussi à bien proposer quelque chose qui incite à une action immédiate ou quasi immédiate. Si par exemple vous faites une réduction, il faut une deadline proche pour que l'internaute soit incité à rapidement prendre une décision, à rapidement devenir client. Et comme il s'agit de conquête, généralement on va toujours essayer de faire une offre de bienvenue, soit avec un prix attractif, soit avec un service offert pour la première commande ou une réduction pour la première commande. Ou voire même parfois, en B2B, on va aller sur des tests gratuits, des essais gratuits de produits. Donc ensuite, on va avoir les pitons de service qui vont venir répondre à la question pourquoi vous et pas une autre enseigne, et donc le contact qui va venir rassurer le client avec le désabonnement qui est donc obligatoire. Donc attention, quelques petits éléments à mettre dans votre briefing pour vos prestataires. Ne jamais utiliser de CSS externe. Évitez d'utiliser la vidéo, le flash. De manière générale, ne pas insérer trop de code. Il ne faut pas que votre email soit trop lourd. On évite absolument d'avoir ce qu'on appelle l'image unique ou que des images. C'est souvent le raccourci pris par des designers un peu trop pressés et non soucieux d'une bonne délivrabilité ou non conscients que ces éléments-là vont impacter négativement aussi l'efficacité de la campagne emailing. C'est important vraiment d'avoir du texte et de l'image. Donc un rapide exemple d'un emailing, de plusieurs emailing avec justement cette pratique de plusieurs images, de toute image. Donc là, on voit Pixmania qui a envoyé un emailing. Alors là, je vous montre à droite tel que je l'ai reçu, tel qu'il s'est ouvert dans ma boîte mail, et à gauche, tel qu'il était conçu, en tout cas dans la tête des personnes qui l'ont envoyé. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'à droite, j'ai un énorme bloc gris, sans aucune indication de ce pourquoi on me contacte. Donc là, c'est typiquement une mauvaise pratique, puisque au premier regard, je vais avoir un énorme bloc gris et aucun appel à l'action, aucun déclencheur, si vous voulez, de clic. Donc là, il aurait été utile d'avoir du texte pour qu'au moins je sache qu'on me propose des appareils photo, des tablettes ou encore des téléphones ou même des casques. Et selon mes besoins, j'aurais peut-être réagi en cliquant pour télécharger les images. Donc là, attention à bien optimiser. Donc là, on voit une version aussi faite par Wonderbox, où Wonderbox a fait un effort et a justement fait ce découpage texte et image sur lequel on voit donc ce pourquoi il nous contacte, un cadeau original pour le réveillon. On voit aussi les différentes offres proposées, donc une déclinaison, avec les cadeaux sur mesure, les e-coffrets, les activités à la carte. Donc là, on a déjà une promesse qui est plus tenue. Je sais plus pourquoi il me contacte, donc j'aurai un meilleur taux de réactivité. Donc, par contre, il ne faut pas non plus tomber dans ce qu'on appelle du tout image, du texte entier, d'avoir que du texte, puisque là, un bloc de texte énorme serait aussi contre-productif. Donc, ensuite, je passe cette slide parce qu'elle n'est pas très utile, il est intéressant de regarder un petit peu comment les internautes perçoivent les mails, justement, qui arrivent en toute image, lorsque les images ne s'affichent pas correctement, puisque beaucoup de personnes peuvent me dire « mais oui, mais dans tous les cas, on va télécharger les images ». La réponse est bien souvent non. On a plus de 8 personnes sur 10 qui vont directement effacer votre email. Les statistiques sont issues de la SNCD, donc du syndicat du SNCD, du syndicat national de la communication directe, donc qui communique les statistiques relatives à l'emailing. Et on voit que majoritairement, on obtiendra un comportement négatif à l'affichage de ces blocs gris qui ne permettent pas de deviner l'objet de la communication. Alors, au niveau du CTA, le CTA, je vous avais dit qu'il faut utiliser vraiment un texte punchy direct. On évite d'avoir 3 mots,
sauf si vraiment ils sont très courts, comme par exemple J'en profite. Et donc on a une couleur tranchante, c'est vraiment l'élément qui doit ressortir le plus de toute la charte graphique, de toute votre créa. Et ça c'est valable même en dehors de l'emailing. On en reparlera en ergonomie e-commerce. Donc attention à bien optimiser votre CTA. Pour ce faire, vous pouvez aussi pousser jusqu'à la contextualisation. Donc là, si par exemple il s'agit d'une offre, on va aller sur J'en profite. D'une nouvelle connexion, on va aller sur Découvrez-la. Si par contre, vous pouvez aller un peu plus loin, par exemple, avec un peu d'humour, ça peut être plus efficace et améliorer votre taux de réactivité. C'est notamment ce qu'avait proposé un groupe d'étudiants qui avait travaillé sur une stratégie, de wedding planner, donc d'organisation de mariage. Et ils avaient en fait utilisé comme call to action oui, je le veux. Donc forcément, pour organiser un mariage, oui, je le veux, ça marche très bien. Donc voilà un exemple de très bon CTA optimisé, contextualisé. Alors oui, petite parenthèse, le CTA est toujours centré ou en bas à droite. Il n'est jamais à gauche. Attention à ça. Par contre, quand je dis en bas à droite, c'est plutôt à droite. Parce que dans l'absolu, le CTA en prospection intervient très tôt. Comme vous l'avez vu, et même dès le déclencheur d'action. Il ne faut pas attendre la fin du mail pour inciter à l'action. D'ailleurs, on va éviter d'avoir 3 CTA. On aura grand maximum 2 CTA, de préférence un seul CTA dans un emailing de prospection. Alors, petite parenthèse encore, si vous avez des vignettes produits qui s'affichent sur votre créa d'emailing de prospection, bien évidemment, même si elles ne comporteront pas de CTA, elles auront leur propre URL de redirection pour envoyer directement vers le produit ce à quoi s'attendent les internautes. Donc, ensuite, comment rassurer un prospect? Bien évidemment, on peut penser au fameux logo. Alors, les logos vus à la télé, les références, c'est d'une autre époque. Ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième catégorie de choses à ne pas faire, je ne vous recommande pas, même si c'est une tendance, de mettre vos réseaux sociaux pour rassurer ou pour informer dans un emailing de conquête. Pourquoi? Parce que c'est comme envoyer un... Alors moi, c'est tel que je le visualise, si vous voulez, c'est envoyer un moyen vers un moyen. Alors qu'un moyen est censé servir une fin. La fin, c'est que le client aille sur votre site et achète votre service ou votre produit en ligne. Donc vous n'êtes pas censé le renvoyer vers les réseaux sociaux. Si ce n'est peut-être pour liker votre page contre une réduction et donc la garantie que le client revienne en ligne. Et c'est très rare, revienne sur votre site internet. C'est très rare. Généralement, la plupart des personnes qui cliquent sur les réseaux sociaux, même s'ils sont peu, vont directement rester sur les réseaux sociaux et se perdre dans les discussions, dans les fils d'actualité, sans jamais revenir en fait sur votre site. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention à ne pas, ce que je dis souvent, pêcher avec un filet légèrement troué. Il faut mieux les renvoyer vers l'objectif final qui est le site internet. Alors la réassurance va surtout se faire via des moyens de contact, donc mettre une adresse physique, même s'il s'agit du siège, mettre un numéro de téléphone, une adresse mail, pourquoi pas, mais généralement l'adresse et le numéro de téléphone, c'est déjà pas mal. Les réseaux sociaux, comme je vous disais, on évite, sauf en fidélisation. Dans ces cas-là, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Et donc, si vous mettez une adresse et un numéro de téléphone, si vous n'avez pas le choix, mettez le siège. Sinon, essayez de géolocaliser ou en tout cas de gérer par code postal pour afficher l'adresse du magasin le plus proche, ce qui serait beaucoup plus pertinent et ce qui permettrait aussi de faire d'améliorer la notoriété, par exemple, de votre magasin ou du trafic en magasin. Ensuite, on a parlé des pictos de service. Donc là, les pictos de service, attention à faire un effort afin que les pictos de service qui sont utilisés, donc les petites images, vous savez, de services comme livraison 24 heures sur 24 gratuite ou encore retour en magasin gratuit, soient des images qui soient très utilisées, vraiment qui correspondent à des codes établis, comme par exemple le camion, on sait que c'est la livraison. Le sourire, on sait que c'est la satisfaction. Le cadenas, on sait que c'est le paiement sécurisé. Personne ne vous l'a dit, mais tout le monde le sait. Donc attention à bien vraiment choisir ces pictos pour qu'ils correspondent vraiment à un code établi. Ensuite, attention à ne pas mettre trop de texte, éviter le tout majuscule, attention au contraste aussi sur cette partie-là, et attention à bien mettre des vrais arguments.
Donc les pictos de service vont être très utiles notamment pour les click and mortar, donc les enseignes qui vendent en ligne et en magasin, puisqu'elles auront des avantages sur les pure players. Elles pourront notamment proposer souvent un meilleur service client, de la livraison en magasin, du retrait en magasin donc, et aussi par exemple du retour en magasin, donc ça peut être très intéressant, ça offre de la flexibilité aux clients. Je souhaitais donc revenir sur un élément qui était donc les pictos de service. Donc pour vous montrer un petit exemple de ce à quoi ressemblent les pictos de service. Donc là, vous voyez par exemple les pictos de service de Decathlon. Donc on a un petit camion pour la livraison, on a un texte court avec livraison offerte, on a bien une hiérarchisation entre ce premier texte et le second qui est un complément d'information et non un bloc de texte de même couleur, de même taille qui aurait été illisible. Ensuite, on a bien l'échange, donc échange gratuit. On a toujours le signe du recyclage quand il s'agit de l'échange, c'est un code qu'on applique toujours. Et là, on voit qu'ils ont été un peu plus loin dans les pictos habituels, puisqu'ils ont utilisé 3 fois, 4 fois, pour le paiement en plusieurs fois. Alors, c'est un picto qui commence à rentrer dans les mœurs, à devenir vraiment un code, même si jusque-là, ça n'était pas le cas. Mais la raison pour laquelle il commence à s'imposer, c'est parce que déjà, il n'y en a pas d'autres, et surtout qu'il est relativement clair. Donc voilà. Alors, je vous avais dit au tout début que pour qu'un emailing soit efficace, il faut aussi penser à la landing page. Donc la landing page, c'est la page destination. C'est-à-dire une fois que je clique dans l'email, dans la créa de l'email, je tombe sur une page du site. Il faut bien choisir cette page, sinon on va aussi faire chuter le taux de conversion. Donc, il faut bien qu'elle soit optimisée pour la conversion. Elle doit reprendre la promesse faite au clic d'origine, tout simplement la thématique de l'emailing, avec un rappel d'image souvent. Ça doit vraiment être un raccourci pour l'utilisateur. Et généralement, c'est souvent l'entrée dans le tunnel de conversion. Mais ça, c'est surtout valable pour du lead. Alors, je vais vous montrer 2 exemples. Un premier exemple au lead, il faut quand même voir la différence. Et puis ensuite, je vous montrerai un exemple e-commerce. Alors, juste petite parenthèse, les landing pages, on peut donc en trouver en emailing. On peut en trouver aussi en référencement payant. Là, vous voyez qu'on a un exemple justement avec ce qu'on appelle des site links. Alors, les site links, ce sont en fait des extensions d'annonces en référencement payant qui se mettent juste en dessous de l'annonce payante, même si maintenant ça a un petit peu changé. Ils les mettent plus à l'horizontale. Donc, on a les 4 sur la même ligne. D'ailleurs, il y a même une confusion qui est entretenue par Google entre le payant et le gratuit. Et à tel point que le cadre rose, l'encadré rose qu'on avait avant avec lien commercial a disparu pour laisser place à une simple petite pastille jaune avec écrit annonce. Donc voilà, et quand on fait de la publicité en ligne, il y a toujours une landing page. Donc on essaie de l'optimiser. Alors si vous faites du lead, ce qui est rarement le cas en e-commerce, mais on ne sait jamais en B2B, si par exemple vous voulez lancer un événement, vous aurez à faire une landing page de lead, donc pour faire de la prise de contact. Donc les éléments à respecter en cas de landing page lead. Déjà, on ne met aucune sortie de tunnel. Donc là, vous voyez, par exemple, la seule sortie de tunnel possible, c'est le cliquer ici en bas. Et il aurait fallu vérifier en resettant, donc en testant, si ce lien était un lien sortant ou une simple popine. Vous savez, une petite fenêtre qui s'ouvre devant et qui grise le reste, mais qui permet de rester sur la page. Donc si vous avez des liens en popine, ça passe. Sinon, c'est vraiment une sortie de tunnel et ça va vraiment faire chuter votre taux de conversion. Donc normalement, on n'a vraiment aucun élément cliquable. D'ailleurs, vous voyez le header, donc avec la partie logo, vous voyez la barre de navigation, etc. Et le footer, donc avec tous les liens utilitaires, ont été supprimés. On enferme vraiment l'utilisateur dans cette landing page. Ensuite, on a donc là, dans le cadre d'un lead, un formulaire allégé. Donc, vous voyez ici, on a très peu de champs. Donc, c'est vraiment optimisé pour la conversion. Alors, normalement, on est censé avoir une meilleure image du produit, puisque là, ça n'est pas le cas, le produit n'est pas mis en valeur, puisque je ne parviens pas à voir les détails de la voiture et je pourrais la confondre avec n'importe quelle autre voiture. Mais en temps normal, on devrait avoir une image produit qui vraiment met en valeur et donne envie d'acheter le produit. Ensuite, donc, un CTA en évidence. Donc là, il ressort bien, c'est le bouton rouge. Bon, sauf que normalement, on aurait dû avoir un texte un peu plus punchy, un peu plus direct, ou tout simplement je valide. Mais envoyer votre demande, c'est pas vraiment ce qu'on recommande pour le texte des CTA. Ensuite, on évite toute distraction, donc surtout pas de vidéo,
d'éléments, si vous voulez, d'animation, puisqu'il faut que l'internaute se concentre sur le remplissage du formulaire. Et bien sûr, on fait en sorte que cette page soit ultra légère à charger pour que l'internaute ne ferme pas la page avant qu'elle ait fini de se charger. Alors, un exemple de landing page e-commerce dans le cadre de la Saint-Valentin, puisqu'on est à la période, ou en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, on peut partir du principe que Cléor a envoyé donc un emailing pour la Saint-Valentin, et on aurait pu potentiellement avoir cette page comme page destination. Alors, juste une chose, en temps normal, on n'aurait pas eu deux visuels, on aurait préféré un visuel horizontal, et le texte n'aurait pas non plus été mis comme ça. Donc là, c'est pas forcément la meilleure option, la meilleure présentation, le meilleur layout de page e-commerce, de landing page e-commerce, mais c'est un exemple où on a donc un visuel de rappel, un titre en rapport avec la communication faite par email, et une sélection de produits spécifiquement pour l'occasion. Donc, c'est-à-dire que l'internaute n'a pas à aller chercher dans tout le e-commerce les produits qui concernent l'offre. Ils sont automatiquement sélectionnés dans une page particulière. Alors là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont opté pour ce qu'on appelle la navigation à facettes, donc avec des options de tri. Et donc là, c'est vraiment la meilleure option quand on a pas mal de produits comme sur cette page. Alors, j'ai quand même voulu vous expliquer un peu comment fonctionnait l'emailing à la performance, bien qu'il ne s'applique souvent qu'en lead, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est possible de ne payer que pour un résultat concret. Donc, tant qu'à faire, plutôt que d'aller payer une base ou louer ou autre, ou payer des contacts, moi, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un peu le process si je fais un emailing à la performance. Donc, première étape, je dois être sûr que mon objectif est clair, pour moi comme pour mes supérieurs. L'objectif est-il de faire de la conversion ou de faire de la notoriété? Généralement, on va envoyer à beaucoup plus de gens et on ne va pas forcément choisir le même modèle de rémunération selon ce qu'on souhaite faire. Mais bon, généralement, c'est quand même pour la conversion, comme j'expliquais au début. Ensuite, une activité adaptée. Il faut savoir que toutes les activités ne sont pas adaptées au e-commerce. Et ça, c'est valable pour tous les emailing, que ce soit à la performance ou non. Puisque si, par exemple, mon e-commerce n'a que très peu de stock, si je n'ai que 10 pièces par modèle, il m'est impossible de faire de l'emailing. Ou en tout cas, pas sur des tout petits volumes, si vous voulez. Mais l'emailing est fait pour être fait en masse, en volume. Donc, une boutique qui aurait trop peu de références serait très vite en rupture de stock et générerait de la frustration auprès des utilisateurs. Encore un autre exemple que j'avais pu observer notamment chez Reparmax quand je travaillais pour ce site. En fait, quand c'est du lead, le problème, c'est qu'il faut bien des personnes derrière pour requalifier les leads, c'est-à-dire rappeler les gens pour s'assurer que leur demande est bien valable, que les informations sont correctes, avant de revendre, par exemple, cette information à un client ou tout simplement pour les commerciaux pour pouvoir les transformer en clients. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas assez de personnes pour gérer les leads entrants et que vous avez une promesse de délai de rappel, c'est toujours le cas d'habitude, vous allez décevoir encore une fois vos internautes. Donc, si vous n'avez pas la capacité pour absorber les leads entrants, il faudra aussi peut-être aller sur des tout petits shoots, des tout petits envois, ou tout simplement ne pas envisager l'emailing tout de suite. En tout cas, pas de l'emailing de conquête en masse. Ensuite, un budget défini, mais ça, généralement, c'est assez clair. On vous donne généralement ces informations-là, où vous en êtes vous-même très conscient. Donc, deuxième étape, en fonction de tout ce qu'on aura défini dans la première étape, on va éliminer certains partenaires. Si, par exemple, je décide d'avoir un objectif de conversion et d'essayer d'avoir un modèle de rémunération à la performance, il y a plein de partenaires qui ne vont pas accepter, qui vont préférer du clic ou du coût contact, c'est-à-dire à chaque adresse mail, vous payez un montant fixe. Et ça peut très vite monter. Si par exemple vous êtes à 1 euro de l'adresse mail, 1000 adresses, vous allez avoir très peu de conversion derrière, et ça va vous coûter déjà 1000 euros. Donc là, forcément, le coût contact, c'est vraiment pas ce que je recommande, en tout cas. Sauf si vraiment c'est une base ultra qualifiée, et ce sont les seuls prestataires qui peuvent vous donner accès à cette base. Mais c'est très rare. Ensuite, une fois que j'ai fait le tri dans mes partenaires et que j'ai bien choisi le bon modèle de rémunération, je vais imaginer la conception de mon emailing. Alors, ce que je vous recommande, que ce soit pour les porteurs de projets comme pour les personnes qui vont occuper des fonctions web marketing,
et faire des emailings, je vous invite à faire ce qu'on appelle un storyboard, donc un briefing visuel, une sorte de pré-maquette fait par un non-graphiste. Pourquoi? Parce que les graphistes ne maîtrisent pas toujours l'ergonomie, déjà en termes d'efficacité, et ne maîtrisent pas non plus les paramètres de délivrabilité. Donc c'est important pour vous d'aller plus loin que le simple brief écrit. Et bien sûr, vous devez aussi storyboarder la landing page. Si vous le faites réaliser en externe, ou en interne, dans tous les cas, il va y avoir donc une phase de réalisation. Puis après, si vous le faites en externe, on va vous demander de valider ce qui aura été fait via un BAT, donc un bon à tirer. Alors juste attention, si on vous envoie un bon à tirer par mail, la validation online est engageante. Ensuite, 6e étape, s'il s'agit d'un emailing à la performance, on va vous demander en fait de placer un petit bout de code, ce qu'on appelle un pixel de suivi de conversion, sur la page de conversion de votre site. Ce pixel va servir, ce petit bout de code va servir à renseigner votre partenaire sur le nombre de ventes effectuées grâce à ces envois d'emailing. Donc c'est un petit bout de tracking si vous voulez. Sauf que ça ne vous informera pas, vous, sur le nombre de ventes effectives provenant de ce partenaire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à traquer également les conversions de votre côté grâce, par exemple, à Google Analytics. Vous pouvez, dans Google Analytics, créer ce qu'on appelle une campagne personnalisée et ça vous crée une URL, un petit bout de code à mettre derrière votre URL. Et après, dans votre Google Analytics, qui est une solution d'analyse de la performance des campagnes et du site, vous pourrez voir tout simplement cette campagne-là apparaître dans vos statistiques avec ses propres KPI et donc mesurer son efficacité. Et surtout pouvoir confronter les chiffres, parce que sinon, s'il n'y a qu'une seule source de data, bah, du coup c'est engageant, vous devez payer ce que votre partenaire vous dit que vous lui devez. Alors que là, c'est quand même plus intéressant d'avoir un élément tiers qui permet de dire, voilà, moi j'ai pas le même nombre et je ne suis pas d'accord, donc trouvons un accord. Ensuite, généralement, attention à ne pas bluffer, parce que si vous bluffez sur votre taux de conversion, qui est généralement l'élément qui va justement permettre de savoir combien on va vous faire payer à la performance, puisqu'on ne paye que s'il y a conversion. Donc forcément, le taux de conversion va être l'élément qui va leur permettre de savoir combien ils vont potentiellement gagner grâce à votre campagne. Donc c'est important de ne pas mentir, puisque dans tous les cas, il y aura un petit test avant de faire la vraie campagne qui permettra de réajuster les coûts négociés avant le lancement des shoots planifiés. Donc voilà. Alors, je vous propose de faire un audit. Donc, le premier audit, on va le faire ensemble. C'est celui de Body Minute. Et puis, un autre que je vous propose de préparer pour ceux qui souhaitent le faire pour la prochaine fois sur la newsletter de Keywork. Alors que là, comme vous le voyez, les deux newsletters sont cliquables. Donc, vous aurez le support de cours pour cliquer sur la newsletter de Keywork et vous pourrez l'auditer de A à Z, préparer un audit de votre côté et je posterai donc dans la prochaine session la correction de cet audit. Alors là, pour Body Minute, hop, on va faire l'audit ensemble. Donc, quand je regarde donc l'emailing de Body Minute, qu'est-ce qui ne va pas? Première chose, on peut se dire qu'est-ce qui va. Donc là, je vois le logo Body Minute, donc il s'annonce clairement, ça me va. Par contre, attention à bien toujours partir de la première ligne visible quand vous auditez un email et même quand vous auditez une page web. Donc on part du premier élément et on descend petit à petit. Donc là, je vois que la première chose qui s'affichera en prévisualisation pour les prospects, ce sera le message donc du lien miroir. Si ce message ne s'affiche pas correctement, visualisez-le en ligne. Alors, mauvais point, on n'a pas une optimisation avec un petit sous-titre pour compléter l'objet du mail. Donc, ça veut dire que les gens verront ça plutôt qu'un complément d'information. Donc, c'est bien dommage. Bon point quand même, ils n'ont pas utilisé le cliquer ici. Alors, on voit que c'est un emailing ensuite qui est très chargé, puisque là, j'ai plein d'éléments qui n'ont peut-être pas leur place ici. Première chose, toute la partie information ici, des 360 instituts exclusivement féminins, ça vient charger pour pas grand-chose.
Pareil, ici, la livraison, bon, pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, il faut choisir. On ne peut pas tout mettre parce que ça alourdit la créa et on perd un peu d'espace. Ensuite, je regarde le titre. Ils ont opté pour un titre tout en majuscule. Il faut savoir que la lecture, le tout majuscule réduit la lecture de 10%. Donc ça aurait été plus efficace de ne pas choisir du tout majuscule et d'en mettre juste sur quelques mots, si vous voulez, sur la première lettre de quelques mots. Donc déjà, erreur. Deuxième chose, le visuel produit. Le visuel produit, les contrastes ne sont pas assez marqués, j'ai du mal à lire. Puis le produit n'est pas mis en valeur, la qualité de l'image n'est pas bonne. Ensuite, à droite, j'ai donc plusieurs informations concernant le prix. Donc le prix est clairement mis en avant. Le CTA est efficace, il tranche, bleu marine, avec j'en profite, donc là, tout va bien. Ensuite, par contre, là, je pense qu'ils ont confondu emailing avec fiche produit. Il y a beaucoup trop d'informations, c'est trop compact. Donc là, ça aurait été plus intéressant d'aller vers vraiment quelque chose de plus aéré, avec peut-être 3 petites bullet points, en gardant que celle-ci, par exemple, ça aurait été plus pertinent. Par contre, là, vous voyez, quand je survole cette zone, je me rends compte qu'il ne s'agit que d'une seule image, ce qui veut dire que l'emailing se serait affiché avec un énorme bloc gris. Donc là, il y a, quand je vérifie, mis à part ici, pas de texte dans l'emailing, donc on aurait eu 8 personnes sur 10 quasiment qui l'auraient directement effacé. On continue. Alors, il me propose d'acheter des bandes de cire. Quand je regarde, j'ai donc une épilation en institut offerte. Alors, du coup, je ne comprends pas trop le rapport. Donc, j'achète en ligne et ça me donne une épilation en institut. Pourquoi pas, à la limite. Quand je continue, je vois que j'ai aussi des cadeaux, des livraisons gratuites. Donc, c'est quand même une offre où il y a beaucoup de messages et tout le monde ne va pas nécessairement comprendre du premier coup. Donc, attention à bien hiérarchiser et à ne pas mettre trop d'éléments, trop d'offres. Là, par exemple, vous voyez cette phrase-là, pour chaque produit Skin Minute acheté sur l'e-shop. Donc là, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû remonter dans la hiérarchisation pour mieux comprendre l'offre. Ensuite, si on s'intéresse à leurs pictos, donc là, je regarde les pictos de service de cette newsletter, de cet emailing, il s'agit de conquête, et je vois que j'ai livraison gratuite en 48 heures. Habituellement, on ne met pas de maison. La maison n'est pas le code de la livraison. On met un camion. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'ici, ils ont déjà utilisé le camion. Donc peut-être qu'ils auraient dû faire un combo avec, par exemple, livraison en 48 heures, gratuite des 30 € d'achat. Et ils auraient pu avoir un seul picto qui aurait été plus pertinent pour les deux. Paiement sécurisé, on est sur le cadenas, donc là, ils n'ont rien changé. Un achat, un cadeau, pourquoi pas, mais le cadeau, le blanc sur rose, c'est vraiment pas la meilleure option en termes de contraste. Donc là, on ne reconnaît pas tout de suite le cadeau. Alors là, la grosse erreur de picto, satisfaite ou remboursée, clairement, une goutte, c'est pas ce qui matérialise la satisfaction. Il faut aller vraiment sur des choses simples, donc comme par exemple un sourire, tout simplement, et donc un petit smiley. Donc là, on a déjà parlé, je passe. Et encore erreur, une croix ne veut rien dire, si ce n'est la pharmacie. Mais là, bon, du moins, et encore, on ne peut pas deviner que ça va être des produits Swiss made et avec 0% de parabènes. Donc là, on a beaucoup trop d'informations et on ne comprend pas, en fait. Normalement, les pictos de service sont censés informer sans qu'on lise le texte. D'où mon insistance sur le respect des codes. Après, ici, bon, on a donc les informations classiques et on a bien la désinscription sans le cliquer ici. Donc là, c'est quand même une bonne chose. Par contre, ce qui manque, c'est quand même une adresse pour identifier le magasin le plus proche de chez moi, un numéro de téléphone pour rassurer. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui manqueraient. Mais bon, en même temps, Body Minute, ça reste une enseigne très connue. Mais ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, de mettre ces deux petits éléments-là. Et ça peut faire, comme je vous le disais, découvrir le Body Minute le plus proche de chez soi. Donc, ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de préparer donc une newsletter. Alors, je vous montre à quoi ressemble, pardon, pas la newsletter, l'emailing. Donc, préparer l'emailing, l'audit d'emailing sur cet exemple-là, donc qui est l'exemple de Keywork, qui a fait donc un mailing de conquête
sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vous laisse faire préparer l'audit, noter quelques petits points, et puis vous pourrez comparer avec la correction en ligne sur la prochaine séance.